Salut tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Merci de me rejoindre dans mon atelier, de vous associer à moi ce soir pour ce premier épisode d'Actu Tarot. Ici, c'est l'atelier dans lequel je travaille, c'est là que je travaille sur le tarot, c'est d'ici que je vous invite à rejoindre mes masterclass, mes formations. Tout ce que je fais aussi sur la chaîne YouTube est enregistré là, ici même. Alors voilà, bienvenue à la fois dans mon atelier de créateur et dans cette nouvelle session. Je vais vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. En tout premier, j'avais envie de célébrer les 500 abonnés de la chaîne. Voilà, c'est une toute petite chaîne YouTube encore une fois, mais elle grandit petit à petit à mesure que, ma foi, à mesure que je prends le temps de publier des choses sur cette chaîne. Ce matin, comme un signe, comme un symbole, j'ai eu mon 500e abonné. Au départ, voilà, quand j'ai lancé ce créneau-là, le tarot réaliste, je n'étais même pas certain d'avoir une quelconque audience. La science du tarot, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur? Oui, non, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on peut pratiquer le tarot d'une façon réaliste aussi? Oui, non, on va voir. Et aujourd'hui, de m'apercevoir que 500 abonnés m'ont rejoint sur cette chaîne, que vous qui êtes avec moi ce soir, eh bien, vous êtes des fidèles abonnés à la chaîne YouTube du Tarot Réaliste, eh bien, ça me remplit de joie, ça m'émeut. Et c'est aussi dans cet esprit et pour cette raison que j'avais envie de lancer un moment voilà, qui soit différent de mes formations. Je travaille mensuellement à réaliser des cours, de la pédagogie sur le tarot, autant dans la théorie que la pratique. Tout ça est assez sérieux. Et j'avais envie, et j'avais besoin surtout, de vous offrir et de m'offrir un moment différent, beaucoup plus chill, tranquille, où on va discuter ensemble de tarot. C'est la première fois que je lance Actu Tarot de cette façon-là, donc on va voir. Il y aura des petits problèmes techniques peut-être au départ, mais bon, je pense que ça va. Je suis à peu près réglé, on va voir. J'utilise un logiciel de streaming, donc je stream réellement pour la première fois sur cette chaîne. Et au fur et à mesure des épisodes, je pense que tout ça se réglera très bien. Donc exactement comme sur cette photo qui date déjà un petit peu. Moi, je vous lève mon verre. Je vous dis chapeau. Chapeau à vous, autant mes étudiants que les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Chapeau de poursuivre l'exploration de la voie réaliste du tarot, qui se distingue par son aspect historique, scientifique, pédagogique, mais aussi dans la pratique. Je vais vous dire deux mots sur ce que va être Actu Tarot. En fait, c'est une série de lives que je lance, mais qui sera réécoutable en podcast, bien sûr, donc avec ou sans l'image, ça se fera très bien. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coucou aux personnes dans le futur, pour nous en live, mais qui seront dans le futur en train d'écouter ce podcast. Merci de rejoindre cette chaîne. Actu Tarot, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être vraiment un moment où je vais vous proposer qu'on discute de ce qu'il se passe dans le monde du tarot. Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde du tarot? Donc vous comprenez que ça va être un peu plus vaste que juste les cartes. Je fais des ateliers toute l'année, des masterclass, j'en parlerai tout à l'heure, des cours, des formations, etc., dans lesquels on a largement et le temps et l'espace de étudier une à une les cartes du tarot, d'étudier son histoire, etc., etc. Actu Tarot, ça va être un peu différent. Moi, j'ai envie de vous parler du monde du tarot, le monde actuel, comment il évolue, et ça va faire partie, ma foi, de ce qu'on appelle l'épistémologie du tarot. L'épistémologie, c'est un mot un petit peu barbare, en fait pas barbare mais scientifique, mais c'est l'histoire, l'histoire du développement d'une science. La science et l'étude historique du tarot existent, bien qu'elle soit un peu souterraine aujourd'hui, mais j'œuvre aussi auprès de vous, public intéressé, à la rendre plus visible, cette voie scientifique souterraine du tarot. Et donc, puisqu'elle existe, et ça fait des décennies déjà, ça veut dire que nécessairement une épistémologie existe et qui l'accompagne, mais qu'il faut qu'on développe. Je vous en reparlerai, je ne vais pas vous barber ce soir avec ce concept, mais l'histoire de la science tarologique, c'est très important
de s'y intéresser, de la connaître. À quel moment on a des traces documentées du tarot, qu'est-ce que les anciens penseurs du tarot considéraient, qu'est-ce que les nouveaux pensent, est-ce que c'est différent, à quel moment telle idée, et c'est pour ça la petite lampe que je vous ai mise en emoji, vous voyez la petite émoticône lampe là, hop, ça c'est les idées. L'épistémologie c'est vraiment de la philosophie de l'histoire des sciences en fait. Donc à quel moment telle idée sur le tarot est apparue dans son histoire. Le monde du tarot c'est tout ça. Et il faut absolument, de mon point de vue et puis de mon bord, de mon côté, que je puisse aussi, moi, œuvrer à développer l'épistémologie du tarot et la vulgariser auprès du grand public. Donc c'est ce que je vais faire dans ces épisodes. Et j'espère que ça va vous intéresser, parce que la philosophie des sciences et de l'histoire, c'est génial. C'est un domaine génial et qui enrichira énormément à la fois votre connaissance théorique du tarot, mais aussi votre pratique, parce que toute connaissance théorique du tarot enrichit nécessairement la pratique et vous libère et vous ouvre et vous rend plus conscient. Enfin voilà quoi. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre et que je vois dans le chat. Bonsoir à tous et à toutes. Et les amis, si vous avez des questions au cours de l'épisode, ça se passera toujours comme ça, Actu Tarot, posez-les dans le chat ou dans les commentaires et moi à la toute fin de l'épisode, je regarderai un petit peu vos questions et j'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Je crois qu'on va organiser les choses de cette façon. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans le monde du tarot? Qu'est-ce que ça peut être l'actualité du tarot? Alors vous comprenez bien que moi je vais peu vous parler d'un énième livre sur la symbolique contemporaine et tarologique des cartes, qui ne fera que apporter une nouvelle symbolique aux atouts du tarot selon la vision d'un chercheur, vision qui dans 5 ans sera dépassée elle-même par une autre, etc., etc. Vous comprenez que ça, moi, ça m'intéresse peu, et pourtant je pratique le tarot, mais moi j'utilise plutôt, disons, les significations et symboliques historiques anciennes, souvent, mais certaines actuelles, pour la pratique du tarot. Donc moi, je ne vais pas vous parler vraiment de ça. Des livres sur le tarot qui parlent de la symbolique, etc., selon une vision moderne, on va dire, et très subjective, qui change en fonction des auteurs. Il en paraît tous les mois peut-être, ou en tout cas plusieurs chaque année. Je ne vais pas vous parler vraiment de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler d'un socle tangible, qui sera toujours là dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas les visions subjectives des auteurs. Elle m'intéresse, oui, je lis, bien sûr, je les lis, elle m'intéresse aussi pour les critiquer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir les dépasser. Je vais vous parler plutôt des parutions objectives. Donc c'est pour ça que vous voyez les petits émoticônes. Je vais vous parler de certains livres du tarot, en effet, qui sont parus, mais plutôt à vertu historique, de la recherche, de la science, des choses tangibles et objectives qui peuvent nous apporter des savoirs solides qui ne s'éparpilleront pas dans l'air et se vaporiseront pas à la prochaine publication. Des choses fortes et puissantes qui seront inscrites dans l'histoire, dans l'épistémologie du tarot. Quand on cite un livre comme The Game of Tarot de Michael Dumet, paru en 1980, très peu de gens l'ont lu, oui, mais il se trouve qu'en fait c'est un socle fondateur encore 40 ans après. Ça reste et ça résiste au temps, vous voyez. Je vais vous parler aussi de la parution de certains articles. Voilà, l'historien du tarot Ross Caldwell va faire paraître très bientôt un article sur la figure de l'empereur, par exemple. J'ai pu, en avant-première, explorer cet article. Pour moi, c'est une pépite, c'est une mine d'or, il est très important. Donc, par exemple, dès que cet article paraîtra dans un magazine, d'ailleurs spécialisé sur le tarot, qui paraît en Italie, eh bien moi je vous en parlerai dans Actu Tarot. Et je vous inviterai à le lire. Je vous recommanderai aussi des sources qui sont susceptibles de vous apporter des connaissances primordiales, essentielles et très intéressantes. Vous voyez. Aussi des articles que moi je pourrais faire paraître sur ma page personnelle Academia, je vous en reparlerai, parce que ma foi, ça peut apporter un petit peu de grain au moulin parfois. Et puis, vous voyez le petit symbole du cinéma. Notamment dans cet épisode un peu spécial de ce soir, je vais vous parler de séries ou de films en fait qui ne parlent pas du tarot, mais qui pour moi permettent de comprendre le monde du tarot et de le contextualiser. Mais je vais vous expliquer tout ça. Ça va être ça, Actu Tarot. Écoutez les amis, j'espère que ça va vous plaire. Je vous vois, j'ai mon téléphone qui est à ma droite, j'ai une caméra à gauche, un téléphone à droite et je vois le chat et donc bonsoir à tous. Très heureux que vous soyez avec moi pour toute question, pour tout commentaire, dans le chat
ou dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Donc, écoutez, il faut que je commence à vous parler du livre d'Isabelle Nadolny, l'historienne du tarot française, et puis aussi bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France, parce que pour moi, c'est la parution récente la plus importante, surtout dans la francophonie. Donc vous voyez, on va commencer, premier épisode d'Actu Tarot, avec ce livre magnifique, qui parle essentiellement de symbolique des cartes, mais qui ne relève pas de la subjectivité uniquement de l'autrice. Vous comprenez, c'est une historienne de formation. Elle publie ce livre en novembre ou décembre, peut-être novembre 2025, donc voilà, il y a quelques mois, Histoire au pluriel du tarot. Et c'est un livre qui est pour moi fondamental dans la francophonie, mais bon, aussi pour les personnes qui lisent le français et qui sont entre les langues, il n'y a pas de barrière pour ces gens-là. Pour toute personne qui s'intéresse au tarot, écoutez les amis, il faut que vous ayez les ouvrages d'Isabelle, et notamment celui-ci. Pour moi, c'est important à plusieurs titres. Je vais essayer comme ça de tête, parce que bon, les épisodes d'Actu Tarot, à part quelques slides pour pouvoir faire en sorte que ce soit esthétique, parce que l'esthétique compte pour moi, je vais improviser en fait essentiellement, donc j'oublierai peut-être quelques fois des choses, et puis je vous en reparlerai à l'épisode suivant. Mais je vais essayer de vous résumer pourquoi je pense, à mon avis, que dans l'actualité récente du tarot, voilà, novembre 2025, ça, c'est la parution en langue française la plus importante concernant le tarot. Donc c'est un gros livre, plus de 300 pages. Il est richement illustré. Ça, c'est le premier point, parce que pour les élèves qui suivent mes cours, mais bon, pour ceux qui connaissent déjà le tarot réaliste, vous savez à quel point pour moi il est important de pouvoir remettre le tarot en tant qu'œuvre humaine, dans son contexte humain de la Renaissance italienne, puisqu'on tient pour acquis aujourd'hui que le tarot est paru dans les années 1430, donc en plein Quattrocento, en Italie du Nord, peut-être en Toscane, à Florence. Donc il est fondamental de resituer le tarot dans ce contexte historique, social, culturel, politique, philosophique, symbolique, ésotérique, tout ce que vous voulez, là. Donc, une fois qu'on a remis le tarot dans son contexte, qu'est-ce qu'on est à même de faire? Et c'est ce que font les historiens du tarot et les scientifiques, les académiciens ou les indépendants qui travaillent sur l'histoire du tarot et sur sa symbolique originelle. Qu'est-ce qu'on est à même de faire? On est à même tout à coup de comparer le tarot à d'autres œuvres iconographiques, donc des images ou textuelles seulement, de son temps. Et ça, c'est crucial, les amis. Pourquoi c'est crucial? Parce que c'est le fondement de toute science, la comparaison. Tant que vous demeurez dans une démarche occultiste du tarot, par exemple, qui a sa place, très bien, mais il faut juste conscientiser le type de résultat qu'on peut avoir avec les différentes voies d'investigation. C'est mon combat. Tant que vous demeurez dans une voie occultiste du tarot, eh bien, il n'y a aucune comparaison qui est jamais faite. Vous voyez, vous pouvez le savoir si vous aimez l'ésotérisme du tarot. Il n'y a pas de comparaison entre le tarot et les autres œuvres qui l'ont environné quand il est né. Et donc, comme on ne compare pas les images du tarot à d'autres, le tarot a l'air d'être une œuvre immémoriale qui a émergé de la nuit des temps, pour reprendre la phrase d'un certain occultiste du XVIIIe siècle, un tarot sans racines, sans peuple, inhumain, divin, etc., etc. Or, quand on commence à comparer les images du tarot aux autres images de son temps et aux images qui l'ont précédé, on se rend compte qu'en fait, une science du tarot est possible, qu'on peut largement comparer les images du tarot à plein d'autres images qui existaient, qui étaient produites en son temps. Et donc, posséder ou avoir accès à une iconographie médiévale, renaissante, comparative, qu'on met en comparaison avec le tarot et avec ses images, c'est fondamental, les amis. C'est le fondement. Je ne vois pas par quoi on pourrait passer d'autre. C'est la porte d'entrée à l'histoire et à la recherche scientifique tarologique. Il faut pouvoir comparer. Et en comparant, on comprend beaucoup de choses. Parce que j'écoute tous les tarologues. Quand un tarologue aujourd'hui, essentiellement dans une voie ésotérique, vous dit à vous public, par exemple, « Oh, le tarot est une œuvre unique au monde », on ne sait toujours pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est vrai, mais il faut pouvoir le définir, ça. Pourquoi c'est une œuvre unique? Et pour le savoir, est-ce que c'est le cas ou pas? On est obligé de comparer. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre œuvre qui lui ressemblait en son temps, au XVe siècle? Est-ce que d'autres œuvres
sont semblables, voire mieux dans leur concept que le tarot? Oui, non, et c'est en comparant qu'on peut dire à la fin d'une longue étude, ok, oui, le tarot a un aspect réellement singulier, historiquement parlant, et après on peut le démontrer. Et on le démontre en comparant à d'autres systèmes du monde ou d'autres systèmes ludiques qui lui ressemblent. Or, j'en reviens au livre d'Isabelle Nadolny, Histoire du tarot, et j'en profite pour passer le coucou à Isabelle, hein, qui est une dame charmante, qui fait beaucoup pour notre compréhension du tarot actuellement. Eh bien, en revenant à son livre, procurez-vous-le. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez accès à une riche iconographie. Donc, Isabelle a inclus dans cet ouvrage des tonnes et des tonnes d'images médiévales, renaissantes, des sources textuelles aussi, antiques, médiévales, renaissantes. Et donc, vous avez là à la fois une ressource, vous, pour votre avancée dans vos propres recherches, et le commencement de points de comparaison que vous pouvez établir. Ça, c'est le premier point pour lequel, pour moi, son livre est à posséder quand on est un passionné, un amoureux ou un amateur de tarot. Ou alors juste quand on commence et qu'on est un néophyte, encore mieux. Encore mieux, les amis, s'il y en a qui m'écoutent, des petits jeunes ou pas jeunes, qui débutaient. Et souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « je commence, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. » Prenez ça, allez là-dedans, là. Le deuxième point, c'est que c'est un livre, Isabelle, elle l'a conçu comme ça, qui n'est pas obligatoirement lisible du début à la fin. Vous pouvez ouvrir au chapitre sur l'atout La Lune, voilà, qui est numéro 18 dans le tarot de Marseille par exemple, et vous plongez dans cet univers parce que Isabelle, pour chaque atout, pour chaque illustration d'atout, elle a créé un monde, un univers. Et ça, ce sera le troisième point pour moi, au-delà de l'avantage de la lecture qui est du coup très accessible, et puis elle a un très beau verbe aussi, hein, c'est très bien écrit, au-delà de l'accessibilité du texte et de sa lisibilité, eh bien, vous... Ah bah tiens, l'idée m'échappe. Qu'est-ce que c'était que je voulais vous dire? Bon bah c'est pas grave. En tout cas, ça, ce sont les points majeurs. Ah oui, voilà, j'y reviens, les points fondamentaux. L'autre avantage, c'est que Isabelle Nadolny, jusqu'à présent, en tout cas dans ses deux livres, Histoire au singulier du tarot et Histoire au pluriel du tarot, elle est dans une démarche, pour le moment, d'ouverture des horizons, tout en faisant le tri quand même de les hypothèses qui sont nulles et non avenues, celles qui sont trop farfelues et tout, mais elle est quand même dans une démarche d'ouverture des horizons. Et donc ça, pour moi, c'est l'une des démarches qu'il est important que les scientifiques du tarot, les chercheurs, les historiens, mènent. Il y a plusieurs démarches à mener. Une personne ne peut pas tout mener de front. Par exemple, œuvrer à la reconstruction du tarot originel, c'est une démarche qu'il faut absolument mener. Mais comment vous pouvez pas faire tout en même temps? Vous ne pouvez pas travailler sur ça, la reconstruction du tarot originel, hypothétique, et en même temps être dans une démarche d'ouverture des horizons comme Isabelle. Donc en fait, chaque auteur a sa place dans l'épistémologie du tarot, à mon sens. Toutes les démarches intéressantes sont à mener de front, et Isabelle, elle mène pour l'instant celle-là, d'ouverture des horizons. Et donc c'est un élargissement crucial, qui va beaucoup vous apporter, qui ne va pas vous heurter, d'ailleurs, jamais. Et donc, voilà, je crois que j'ai, de mon point de vue, décrit à peu près tous les avantages de ce livre. Après, vous regarderez un petit peu ce qu'elle en dit, elle. Elle a un site qui est très bien fait, elle a des réseaux sociaux. Allez la suivre. Et c'est une conteuse qui met aussi beaucoup d'énergie et qui met son talent dans l'art du conte. D'ailleurs, tout à l'heure, elle a publié un très beau conte sur le tarot, sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook, pardon. Et donc, suivez son travail et vous verrez aussi dans ce livre qu'il y a des contes en fait. Elle a mis des petits trucs à scanner, là, des petits codes barres. Et vous pouvez scanner ça et ça vous renvoie vers des contes filmés. Donc bon, écoutez, pour moi, cette publication dans l'épistémologie et l'histoire récente du tarot, dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est une publication phare. Allez aussi sur ma chaîne YouTube pour ceux qui aimeraient découvrir Isabelle Nadolny. Qui est-elle? Comment elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait? Pour ceux qui veulent découvrir son beau sourire aussi, eh bien allez sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une interview d'elle. 2 parties sont parues et la 3e, là, je suis en train de la terminer. Elle va bientôt paraître.
Donc ça, dans le prochain Actu Tarot, je vous en parlerai. Sans doute que la partie 3 de mon interview d'Isabelle sera sortie. Et ce sera le moment de remettre ça sur la table. Alors maintenant, parce que j'avais prévu quelques chapitres pour vous ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose de différent. C'est un chapitre un peu différent. À mon sens, pour pouvoir, et là on est plutôt dans la théorie, comprendre avec acuité une bonne partie des images du tarot, eh bien il faut qu'on procède à une action qui est de le rechristianiser. Parce que le tarot a été déchristianisé 2 fois. C'est assez naturel d'ailleurs, ce sont des phénomènes historiques, pas besoin de se battre contre ça. Et puis j'ajouterai aussi en passant que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire, parce que je ne suis pas chrétien. Donc moi je ne dis pas ça parce qu'en tant que catholique j'aimerais que le tarot, je sais pas quoi. Moi je ne suis pas catholique et je ne suis pas chrétien, et je ne suis même pas baptisé les amis. Et je ne suis pas religieux, si je n'ai une foi, ce n'est qu'une foi de poète, une foi de la nature, des éléments, pourquoi pas. Donc, je ne dis pas ça par conflit d'intérêt. Je ne vous parle pas du christianisme pour ça. Je vous parle du christianisme parce que le tarot est une œuvre, non pas sacrée, mais chrétienne fondamentalement, parce qu'elle est née d'une matrice chrétienne en plein Quattrocento italien, dans le pays de la Sainte Église latine, donc la Sainte Église catholique et romaine. Le créateur du tarot était sans doute un humaniste chrétien, catholique, on aurait dit, de l'Église latine en tout cas. Et quand on a une carte, par exemple, comme celle que je vous montre, le pape, elle est là tout simplement parce qu'on est en plein monde chrétien, les amis, à l'origine. Et on le sait aujourd'hui, maintenant que les historiens du tarot ont pu cerner les origines du tarot sans équivoque. Maintenant qu'on sait qu'il n'est ni païen, ni égyptien, ni celte, ni japonais, ni je ne sais trop quoi d'autre, maintenant qu'on sait que le tarot est une œuvre, un jeu de cartes exclusivement européen et qu'il est né dans l'Europe chrétienne, on peut comprendre qu'en fait, à l'origine, ce type d'image que vous avez devant les yeux était tout banalement une image chrétienne. Quand Jodorowsky, dans La Voix du Tarot en 2004, nous dit tel et tel arcane dont le pape sont inspirés par le christianisme, non, c'est une phrase qui est absurde. Ce ne sont pas des images inspirées par le christianisme, ce sont des représentations du monde de l'époque. Vous comprenez? Parce que sinon, ça laisse à penser que l'auteur aurait peut-être été païen, c'est un païen qui a créé ce jeu de cartes, et puis du coup, il aurait été inspiré par un peu de christianisme dans certains atouts. C'est pas ça. C'était sans doute un catholique qui a créé ce jeu de cartes, et donc, en fait, tout simplement, certaines des représentations qu'on y trouve sont chrétiennes. C'est pas une inspiration. C'est comment on pourrait dire? C'est la nature du tarot, c'est la nature de l'iconographie. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Il s'est passé quelque chose, un événement qui pour moi est fondateur et très important, sur lequel j'écris en ce moment. J'essaierai de publier un livre sur cet événement-là. En 1781, l'ésotériste Antoine Courte de Guesblen déchristianise le tarot. Et donc, en créant le mythe égyptien du tarot, Antoine Courte de Guesblen, qui est un intellectuel, mais j'aurai l'occasion de vous reparler de lui, je vous proposerai des vidéos sur lui. Mais c'est un grand érudit de son temps, et il regarde ce jeu de cartes étrange, et puis il déclare qu'il est égyptien, d'origine antique, pharaonique, tout droit sorti des temples de Memphis, voilà. Et donc c'est un oracle utilisé anciennement par les prêtres il y a 3000 ans, etc. Donc il déchristianise le tarot. Et donc en arrivant devant des images comme celle d'un pape, qui est tout bonnement chrétienne, banalement, eh bien il va en faire un hiérophante, donc un grand prêtre païen. Mais ça s'appelle en fait de la déchristianisation d'iconographie. Ça, c'est mon expression. J'ignore si un chercheur dans l'histoire du tarot a déjà appelé ce phénomène de cette façon. Moi, je proposerai cette formule. Je ne vois pas comment on peut la caractériser différemment. Il déchristianise des images chrétiennes. Vous voyez. Et il se trouve que quand Antoine Courte de Guesblen fait ça, en fait, ça avait peut-être déjà commencé cette histoire. Pourquoi? Parce que, c'est le mot encore en barbarisme là, que je vous ai mis devant les yeux, on a une histoire en France qui est une histoire singulière dans l'histoire européenne et dans l'histoire du monde, et on est le pays le plus athée aujourd'hui du monde sans doute, ou l'un des, à voir. Et
c'est un phénomène d'exculturation qu'on a connu, c'est-à-dire que la population qui était largement familière ou habituée au catholicisme s'est exculturée et petit à petit a oublié en fait à peu près cette religion. Donc il y a encore des catholiques en France, mais toute une partie l'a oublié. Donc vous comprenez qu'en fait, par 2 fois, pour nous les Français, le tarot est déchristianisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est devant ce phénomène complètement extravagant que j'observe moi-même et qui m'est arrivé par le passé, qui est le suivant, c'est qu'on regarde par exemple la carte du pape et il ne nous vient jamais à l'esprit qu'en fait c'est le pape, c'est-à-dire le guide, je ne vais pas dire suprême, mais c'est ça, des catholiques. Un guide pour beaucoup d'obédience chrétienne, dont l'archétype derrière lui est Saint Pierre, donc l'un des saints, qui après avoir renié Jésus a quand même fait œuvre de rédemption et est monté au ciel pour les 10 chrétiens. Donc un pape avec comme archétype derrière lui le premier pape de l'histoire chrétienne, Saint Pierre, etc. Et donc il a tous les attributs, la triple tiare, la triple crosse. Et devant lui, à ses pieds, là vous voyez ces 2 cardinaux. Les 2 cardinaux qui accompagnent en général le pape, qui sont ses 2 conseillers les plus proches. Vous voyez bien que l'un des 2 a carrément son chapeau de cardinal derrière la tête, et quiconque a déjà vu un chapeau de cardinal ou est chrétien voit que c'est sans doute de ça qu'il s'agit. Tout ça pour dire quoi? Que ça fait partie pour moi du monde du tarot, les amis. Si on veut pouvoir comprendre les images du tarot, il faut qu'on les rechristianise, elles qui ont été déchristianisées. Et simplement, il faut qu'on puisse voir avec des yeux neufs ce qui est à voir. Les images se donnent à voir et il faut qu'on arrive à les percevoir sans filtre déformant qu'on a en héritage, parce que l'histoire s'est faite comme ça, et le mythe égyptien du tarot qui a été fondé par Antoine Comte de Guesblen, aujourd'hui on sait que c'est un mythe qui n'a pas de fondement, mais pourtant on l'a quand même tous en héritage. Donc pouvoir dépoussiérer tout ça, se désembuer les yeux pour voir les images telles qu'elles sont, et ensuite réaliser une lecture objective de l'œuvre, de l'image, donc lire, se documenter pour pouvoir comprendre quel était le symbole du pape, de la crosse, je sais pas quoi, au XVe siècle, etc. Voilà toute une démarche à mener. Je voulais vous parler un petit peu de ça et ça va me permettre de vous présenter une œuvre filmographique. Si vous ne l'avez pas vue, il faut courir la voir. C'est ça, Conclave. Parce que l'histoire, c'est comment nous, aujourd'hui, dans notre monde numérisé, là je vous parle, là, je suis derrière mon ordi avec plusieurs caméras, des lumières, des trucs, vous recevez de l'autre côté, c'est fabuleux. Notre monde n'a plus rien à voir avec le monde ancien dans lequel le tarot est né. Comment nous refamiliariser avec un christianisme qui nous a quittés si on n'est pas chrétien, ou si on n'est pas religieux, si on n'est pas pratiquant? Comment faire pour se refamiliariser avec ça? Pour se familiariser ensuite avec le christianisme de la Renaissance, encore une autre démarche. Bon, comment faire? Il faut bien commencer par quelque part. Ce film qui est paru en 2024, donc vous voyez, c'est un premier épisode d'Actu Tarot qui fait remonter l'actualité il y a 2 ans déjà. Je vous invite à le visionner, c'est magnifique. Il est tiré d'un livre, c'est une adaptation. Et c'est un film qui parle de la figure du pape. Je vais essayer de vous en parler sans rien vous spoiler parce que c'est un film dans lequel il y a plusieurs rebondissements. Et donc cette œuvre parue en 2024, portée par Ralph Fiennes, que vous connaissez sans doute, qui est un merveilleux acteur, eh bien s'appelle Conclave. Alors pourquoi ce film peut vous permettre, même s'il ne parle pas du tout de tarot, de mieux comprendre la figure du pape? Eh bien parce que un conclave, c'est le rassemblement des cardinaux en vue d'une élection d'un nouveau pape quand le précédent est mort ou a démission, ou je sais pas qu'est-ce qui peut arriver d'autre que la mort. Normalement, c'est que la mort qui interrompt le mandat, on va dire, du pape. Eh bien, quand le pape meurt, et là c'est comme ça que s'ouvre ce film, le pape meurt, et donc il y a un conclave qui doit être organisé à Rome. Tous les cardinaux concernés, qui sont dans des contrées du monde des fois très lointaines, même en Asie ou que sais-je, eh bien ils viennent à Rome. Ils s'enferment pendant un certain temps et ils délibèrent et ils doivent élire un nouveau pape. Donc déjà, pour découvrir cette institution, le conclave, c'est important. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'on va être anachronique par rapport à l'époque du tarot. Peut-être qu'au XVe siècle, tout ne se passait pas exactement comme dans le film Conclave qui est actuel en ce qui concerne l'élection d'un nouveau pape et tout.
Mais allez-y quand même, il faut une porte d'entrée, il faut commencer par quelque chose. Si vous avez besoin de vous familiariser avec le christianisme et avec ce type d'institution, je vous promets que ça va être une belle porte d'accès pour vous. Vous allez pouvoir rentrer dans quelque chose et ensuite dérouler le fil. Voilà. Mais il faut penser qu'on est un peu anachronique. C'est pas le... voilà. Mais vous allez découvrir cette institution. Vous allez découvrir tout un tas de détails et vous pourrez vous dire, tiens, ça c'est intéressant, je ne savais pas qu'il fallait faire ça quand on était pape ou alors quand on élisait un pape. Est-ce que c'était déjà le cas? Et vous pourrez faire vos recherches concernant les vieilles institutions papales et d'élection des papes. Alors ça fait très longtemps que les papes sont élus. Déjà, c'était des problèmes en plein Moyen-Âge. Donc, le conclave, je ne sais pas si ça s'appelait déjà comme ça en latin médiéval, mais en tout cas, c'est une institution qui est très ancienne. Et pourquoi ce film est intéressant aussi? Parce que l'un des rebondissements dont je vous ai parlé, mais je ne vais pas vous spoiler, va vous ouvrir une compréhension sur un autre atout du tarot. Donc je ne vais rien vous dire de plus, mais on pourra en reparler à une autre occasion si vous voyez le film et que vous avez des questions à me poser. Ce film, en fait, parle d'une autre image du tarot qui est très importante, qui est ambiguë, qui est très commentée, mais sauf qu'il ne fait pas du tout exprès. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça va vous parler du monde du tarot, ce film, sans vous parler de tarot. Le tarot n'est pas dans le film. Donc je vous laisse découvrir ça. Il est disponible sur plusieurs plateformes, alors peut-être à l'achat, sans doute, mais il est disponible sur plusieurs plateformes qui distribuent des vidéos. Voilà. Très très beau et très belle œuvre cinématographique. Je crois que c'est à peu près les 2-3 avantages tarologiques à voir ce film, ce que je vous ai dit, et ça vaut le détour, parce que même si vous êtes juste cinéphile, vous allez passer un moment exceptionnel. J'ai très envie de vous spoiler là. J'ai très très envie, mais bon, il faut surtout pas le faire. Mais si vous venez dans mes cours, on en parle parce que là c'est privé. Donc moi je peux dire, si vous êtes mes élèves, je peux vous dire sans spoiler à tout le monde la fin du film et pourquoi ça me fait penser à telle autre image du tarot, qu'est-ce qu'on peut en dire, etc. Et puis dans mes formations et tout, dans mes cours, je vous partage plein de documents, si vous avez accès à des documents donc, qui peuvent encore contextualiser et expliquer tout ça. Alors maintenant, le monde du tarot. Si on a vécu des phénomènes d'exculturation et de déchristianisation du tarot, et qu'il nous faut maintenant le rechristianiser pour mieux le comprendre, il en va exactement de même avec la cosmogonie, les amis. Le système du monde cosmogonique. Le XVe siècle européen, et j'en parle beaucoup dans mes formations, c'était un autre monde, complètement étranger au nôtre aujourd'hui. Donc quand on se projette aujourd'hui sans prendre aucune pincette vers le 15e et qu'on déclare que le tarot, ceci, cela, je sais pas quoi, on est anachronique. Moi le premier, on est dans l'erreur, dans l'impasse, dans l'ornière, vous le dites comme vous voulez. Voilà, mobiliser des concepts, comme j'entends des fois maintenant, de physique quantique pour parler du tarot, c'est bien pour la pratique, la pratique elle est entièrement libre, pas de problème. Par contre, si on veut être dans l'exactitude historique du tarot, c'est absurde. Parce que la physique quantique apparaît au XXe siècle, comme vous le savez. Le tarot est né quand même 5 siècles avant le XXe. Bon, donc il faut pouvoir, au-delà de rechristianiser certaines images du tarot, il faut carrément pouvoir le recontextualiser entièrement. Et vous savez que la suite d'Atou, dans son ascension vers Dieu, vers le ciel, son ascension finale, comporte des éléments du ciel. On pourrait voir un petit système cosmogonique dans la suite d'Atou du tarot. Avec l'étoile, la lune, le soleil, tout ça, ça monte, jusqu'aux anges, et puis le jugement dernier, etc. Or, au moment où le tarot apparaît, dans les années 1430 en Toscane, sans doute en Toscane, en tout cas en Italie du Nord, on est en pleine conception géocentrique du monde, les amis. Il n'y a pas quelqu'un qui sait à cette époque ce qu'on sait aujourd'hui sur le système solaire. Et je peux vous dire qu'à mon avis, dans 200 ans, je veux dire ceux qui vont nous succéder, ils rigoleront beaucoup de nous par rapport à nos connaissances actuelles sur notre système solaire, sur juste Mars ou les astres qui sont juste à côté de nous. Je pense qu'ils poufferont de rire et ils diront, mais vous savez, qu'est-ce qu'il disait? Il pensait que Vénus, je sais pas quoi.
Bon, ben nous, il faut se figurer que c'est 6 siècles en arrière. Donc il n'y a pas quelqu'un qui croit que le Soleil est au centre d'un système solaire, comme on appelle ça nous aujourd'hui, que je sais pas quoi. Les érudits de ce temps, et on le sait parce qu'ils l'écrivent et qu'ils le dessinent en diagramme, donc je vous en présente un en dessous, là par exemple, dans cette image, mais il y en a des dizaines comme ça faisait même partie, là, ce que vous avez devant les yeux, de la connaissance de base. On montrait ce type de diagramme à tout érudit qui faisait un petit peu ses humanités, qui faisait un peu un cycle d'études. Après, on lui montrait plus. C'était vraiment une connaissance de base, hein. Et donc ça, ce que vous voyez, c'est le géocentrisme. Il concevait la Terre au centre du système. Tout tournait autour de la Terre était immobile, donc il n'y a pas question que la Terre tourne sur elle-même, pas question que la Terre tourne autour d'un autre astre. Et les astres tournaient autour, et puis une fois qu'on dépassait les sphères, tout ça était formé de sphères concentriques, une fois qu'on dépassait toutes ces sphères, on arrivait à la sphère du ciel de Dieu, et après, c'était fermé. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien en commun dans la cosmogonie de l'époque avec la nôtre aujourd'hui. La nôtre, elle est évolutionniste, elle est expansionniste, elle est infinie. On conçoit un univers qui n'a pas de fin. S'il a une fin, on conçoit qu'il y a un autre univers derrière. On conçoit des multivers. À l'époque, c'est tout l'inverse. Si nous, on dit que la Terre, elle tourne sur elle-même et en même temps autour du Soleil, double rotation, double révolution, en fait, eux, ils considèrent qu'elle ne tourne pas du tout, elle ne bouge pas. Elle est statique. Si nous, on conçoit un univers infini, pour eux, tout est fermé et clos. Il ne fallait pas être claustrophobe hein, quand on était érudit à cette époque. Tout était enfermé sur nous. Le tarot, il est né dans ce monde. C'est l'autre monde. Il faut pouvoir concevoir ça. C'est à nous de faire l'effort, quand on est amoureux du tarot, à mon sens, d'essayer de s'intéresser au XVe siècle pour comprendre ce que les gens pensaient à cette époque. Parce que le créateur du tarot concevait une terre immobile au centre d'un univers fermé. D'un univers créé par Dieu, il y a 3567 ans, ou je sais pas quoi, à l'époque il pensait, on était dans le 6e âge, etc., etc. Et puis d'ailleurs le jugement dernier allait arriver bientôt. Donc on était dans une cosmogonie à la fois ptoléméenne et aristotélicienne, et aussi chrétienne, parce que le christianisme avait récupéré la cosmogonie antique et avait placé Dieu au-delà du dernier cercle du ciel. Donc ça, je vous le dis très très rapidement, bien sûr, dans les formations que je propose, hein, je veux dire, c'est un thème que je développe beaucoup. C'est pour moi fondamental de pouvoir se mettre dans cette perspective. Ça explique beaucoup mieux d'ailleurs la petite cosmogonie qu'on a à la fin de la séquence d'atouts du tarot. On la comprend beaucoup mieux quand on s'intéresse à leur diagramme de l'époque. Hein. Il ne faut pas partir de notre connaissance des planètes actuelles pour pouvoir comprendre la fin de la suite d'atouts du tarot. Sinon, on est à côté des connaissances d'antan, quoi, de jadis, vous voyez. Alors même problème que pour la rechristianisation. Comment faire? C'est pas évident du tout. Il faut à la fois sur un plan intellectuel travailler. Bon, ça, tout le monde n'est pas, comment dire, à même de le faire. Il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui n'ont pas le temps. Donc ça, les historiens s'en chargent très bien. Mais au moins, il faut pouvoir se familiariser avec le monde du tarot. Alors, comment se familiariser? Je vais vous montrer une autre œuvre artistique qui va vous permettre de le faire. C'est un manga, ça s'appelle Du mouvement de la Terre, mais c'est une série, hein, elle est parue aussi en 2024. C'est une série géniale, beaucoup d'épisodes, un peu violent parce qu'on est en pleine inquisition qui justement détruit les personnes qui considèrent que l'héliocentrisme est plus pertinent que le géocentrisme. Donc il y a de la torture, etc. Donc bon, il ne faut pas être trop sensible sans doute pour regarder cette série. Mais elle commence au XVe siècle, le monde du tarot. Alors c'est une œuvre évidemment romanesque, hein, c'est une œuvre, une œuvre artistique, fictionnelle en fait, c'est de la science-fiction, vous voyez. Mais elle s'appuie, cette œuvre, sur toute l'évolution des savoirs cosmogoniques, en passant par la révolution copernicienne, le moment où un héliocentriste fige une nouvelle doctrine à laquelle nous on croit aujourd'hui, et la suite. Et en fait, c'est une série générationnelle, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un personnage, qui d'ailleurs est un enfant, si je me souviens bien, ça fait quelques mois que je l'ai vu déjà, et en fait, on va avoir toute la lignée des chercheurs, des astronomes qui, équation après équation, écrit après écrit, manuscrit après manuscrit, qu'ils se transmettent péniblement, fait progresser petit à petit la connaissance jusqu'à
concevoir l'héliocentrisme, etc. Et tous ces gens sont persécutés tout au long de la série par une inquisition religieuse qui refuse en fait qu'un autre savoir que ce que je vous ai montré, la cosmogonie ptoléméenne, aristotélicienne et catholique, existe. Donc c'est très intéressant, du mouvement de la Terre. Le moment où des savants commencent à dire la Terre bouge, la Terre n'est pas immobile, la Terre peut-être tourne même autour d'un soleil qui est au centre du système, etc., etc. Ça change tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, un autre avantage de cette série, c'est qu'ils appuient sur des notions qui nous sembleraient absurdes à nous, à savoir la beauté et l'esthétisme, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'intéresse à cette histoire, les savants de l'époque étaient extrêmement bloqués par leur vision platonicienne de la beauté parfaite du monde des idées, qui était tout en haut dans le ciel. Concevoir un système autre qu'une Terre fixe dans un univers clos leur semblait laid. Et comme ça leur semblait moche et que Dieu ne pouvait pas avoir conçu un univers laid, eh bien ils disaient non, un autre système que le nôtre est impossible. Et donc les scientifiques de l'époque, qui n'étaient pas des branques. Donc c'est très intéressant cet aspect-là. En effet, la beauté a beaucoup compté. Elle comptait aussi, pour avoir lu beaucoup d'articles sur Copernic, elle comptait aussi pour Copernic, le premier à avoir posé en Europe l'héliocentrisme comme postulat. Et lui-même était bloqué aussi en partie par son concept. Il fallait que l'univers soit harmonieux, il fallait que ce soit beau. Il ne pouvait pas y avoir de chaos. Et dans toute cette histoire d'évolution de notre vision du cosmos, ce qu'on appelle la cosmogonie, comment on conceptualise en fait le système universel, dans toute cette histoire, à partir du moment où les savants vont commencer à intégrer la possibilité que le chaos, le hasard, puisse aussi jouer un rôle dans tout ça, c'est là qu'en fait tout va s'ouvrir. Et c'est ce qui va nous permettre, nous, d'acquérir et d'accroître les savoirs qu'on a aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant. Or, quand on regarde le tarot, notamment la séquence des atouts, qui est une espèce de petit système de représentation du monde en soi, avec une partie cosmogonique, une partie infernale, une partie paradisiaque, un moment sur Terre, etc., etc., on se rend bien compte qu'il faut que le système soit clos, harmonieux, etc. Ça répond vraiment d'une conception du XVe siècle, charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance, et pas du tout d'une conception actuelle. Le tarot est bien un jeu de cartes et une œuvre iconographique de son temps. Il est temporalisé, etc. Donc, idem, du mouvement de la Terre, ce n'est pas une série qui va vous parler de tarot, il n'y a pas de tarot dedans. Mais pourtant, si vous la regardez, ça va vous permettre de vous familiariser avec le monde du tarot. Et je sais que certaines fois, quand je parle comme ça, je vois que chez certaines personnes, ils ne voient pas de quoi je parle. J'espère que vous êtes sensible à ce que je vous propose. J'espère que ça vous parle. Et pour moi, c'est assez... c'est un peu élémentaire en fait de se dire qu'en regardant d'autres choses que le tarot, on peut être informé sur lui, notamment des choses de son temps. Dites-moi en commentaire si ça vous semble intéressant comme façon d'envisager les choses, si ça vous parle, etc. Et ça me permettra moi de savoir un petit peu mieux comment je me situe dans tout ça. Donc voilà, du mouvement de la Terre, très belle série. Si vous voulez vous familiariser avec la cosmogonie du XVe siècle, la révolution copernicienne, le travail des savants persécutés qui travaillaient en faisant attention, en marchant sur les œufs, jusqu'à la suite, cette série fictionnelle retrace cette histoire et c'est assez merveilleux, quoi. Ça, c'est un petit peu l'actualité. Alors maintenant, je vais vous dire 2 mots sur l'actualité de ma voix, le tarot réaliste. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Alors déjà, pour toutes les personnes qui découvrent, et pour toutes les personnes qui nous rejoignent, bonsoir à tous, et n'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires dans le chat. Comme ça, moi, je verrai tout ça et je pourrai vous répondre à la fin s'il y a des questions. Le tarot réaliste est présent sur les réseaux sociaux, sur la page Academia, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui permet de publier des articles de recherche en indépendant. Et j'ai aussi un site, le Tarot Réaliste. Et en ce moment même, il y a un cycle de formation que vous pouvez d'ailleurs rejoindre. Atout après atout, image après image, on avance, on explique les thèmes, les symboliques historiques, les significations
initial quand on peut les retrouver, les cartes de tarot. Et c'est le cycle 2 de la formation au tarot réaliste qui concerne la symbolique des 22 atouts. Si ça vous intéresse, allez sur mon site tarotrealiste.com, vous aurez toute l'actualité, les dates des modules, vous pouvez prendre en chemin, vous pouvez acheter des modules anciens et les regarder en replay. Et pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et le contexte du tarot tel que je vous en parle un petit peu ce soir, c'est le cycle 1 et il est d'ores et déjà à l'achat entièrement sur mon site. Donc n'hésitez pas à accéder à ces ressources si vous pouvez et si vous voulez, quoi. Donc moi à l'heure actuelle, le tarot est à peu près mon unique objet d'étude et de travail. Je le pratique aussi et je l'étudie. Et donc il y a de la nouveauté chaque mois en fait avec le tarot réaliste, ça c'est sûr. Mais j'ai peu de temps pour vous le communiquer. Donc je vais essayer de faire plus d'épisodes d'Actu Tarot pour pouvoir vous dire un petit peu, ne serait-ce que ma propre actualité, pour que vous puissiez la suivre quand vous n'êtes pas dans mes cycles d'étudiants. Parce que auprès de mes étudiants, c'est plus facile et je les vois régulièrement, donc je peux leur communiquer, quoi. Donc rejoignez la chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez vous abonner. Instagram, Facebook pour les réseaux sociaux. Et je vous montrerai le reste après. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour trouver un petit peu mon contenu. Vous allez sur Google et il vous suffit de taper mon nom. Et en tout premier, vous avez mon site. Donc je vous le montrerai après. Ensuite, la chaîne YouTube, au cas où. Tarot réaliste, école de Simon Ferrandou. Et ensuite, mes livres sur Amazon, bon d'accord. Et ici, vous avez Academia. Academia, recherche indépendante. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien et Academia, c'est un site international. Et vous pourrez avoir accès à mes articles. Alors pourquoi je vous parle d'Academia en premier? Parce que j'ai publié 2 articles là ces jours-ci. Donc vous pouvez descendre sur ma page et tout est téléchargeable. Les principes fondamentaux du tarot réaliste. Donc ça c'est bien important, je viens à peine de l'actualiser. Donc il faut télécharger ça quand vous êtes intéressé par la voie réaliste du tarot. Je les ai chargés hier sur le site, je crois. Et aussi, je vous parlais du pape tout à l'heure, un petit article sur l'image du pape du tarot de Marseille. Par quoi cette image serait inspirée? Donc je propose qu'elle s'inspire de représentations picturales de Saint-Pierre, donc le premier pape de l'histoire chrétienne. Et donc je vous montre des images de ce fameux Saint-Pierre, entouré de ces 2 cardinaux qui ressemblent trait pour trait au pape du tarot de Marseille. Et ce sont des images antérieures à l'apparition du tarot ou de son temps. Et pour les principes fondamentaux du tarot réaliste, quand vous voulez entrer dans un article, vous cliquez dessus, vous arrivez là. Et vous pouvez soit le lire en ligne, hop, et donc là, à l'heure actuelle, il y a 9 principes fondamentaux pour ma voix, qui concernent autant l'étude que la pratique du tarot. Vous voyez, document réactualisé le 15 avril 2026. Et quand vous voulez le télécharger, ce qui est très bien parce que vous avez accès aux liens, les liens cliquables, vous appuyez sur Download PDF. Ça, cette petite fenêtre, c'est pas intéressant, vous pouvez la fermer. Et là, vous voyez, dans les téléchargements, l'article en PDF s'est téléchargé tout seul. Vous allez dans vos téléchargements, vous pouvez ouvrir l'article, vous pouvez mettre le PDF en gros plan. Hop. Et là, vous voyez, vous aurez accès aux liens, parce que sinon, dans la lecture en ligne, vous n'avez pas accès aux liens. Donc, vous pouvez cliquer, et ça vous ouvrira, par exemple, une vidéo, parce que des fois, je renvoie vers des vidéos que j'ai faites, ou alors d'autres articles, d'autres chercheurs, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour la page Academia. Vous avez ces ressources. J'ai publié jusqu'à présent 7 ou 8 peut-être articles, vous voyez, sur la page, qui concernent tous le tarot, et un article sur la pratique qui s'appelle « Réflexion sur le rôle de médiateur praticien dans la tarologie ». Tout ça peut vous intéresser. Si je reviens à mes moutons, hop, si vous, voilà, tapez mon nom sur Google ou sur votre moteur de recherche, vous pourrez arriver sur mon site qui est pas mal référencé aujourd'hui, tarotrealiste.com. Vous pouvez vous inscrire avec la pop-up à la masterclass dont je vais vous parler après, qui arrive le samedi 25 avril. Vous pouvez fermer. Et vous trouverez tout sur mon site, la philosophie de mon école, les formations en cours, les masterclass qui sont des cours spécialisés. Tout ça est ouvert, vous pouvez rejoindre quand vous voulez. Les consultations pour prendre un rendez-vous, mon contact, et ma foi, je crois que c'est à peu près tout.
L'autre actualité du tarot réaliste, c'est cette masterclass que je vous propose le samedi 25 avril 2026, donc samedi, pas celui qui vient mais l'autre, à 14 heures en ligne sur Zoom. Donc cette masterclass, elle va vraiment se concentrer sur la symbolique de la lampe de l'ermite, parce que j'ai déjà fait une masterclass consacrée à la figure de l'ermite en janvier de cette année. D'ailleurs, vous pouvez l'acheter sur mon site si elle vous intéresse. Là, on va se concentrer sur le symbole de la lampe qu'il porte. Et ce que je vais vous proposer, à ma connaissance, c'est la première fois que la symbolique de cette lampe va être creusée autant. En tout cas, c'est un travail pour moi que j'ai fait sans autres ressources pour m'aider. J'ai bien regardé et je n'ai pas trouvé de tarologue qui allait loin en fait dans l'étude de ce symbole-là. Et donc c'est ça, disons, l'aspect original que je souhaite vous soumettre. Donc cette masterclass, ce sera 3 heures privilégiées ensemble, du temps consacré à l'étude de ce symbole de la lampe et aussi qu'est-ce qu'on peut en faire dans la pratique tarologique, dans un tirage, quand le symbole sort, quand l'ermite sort, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et vous allez voir que ça va être bien intéressant. Dans une première partie, je vais vous montrer que il existe dans l'iconographie chrétienne médiévale et renaissante un archétype iconographique, donc une image en fait d'ermite porteur de lampe. C'est un thème qui est antérieur au tarot dans l'iconographie chrétienne, parce qu'un ermite, c'est une figure qu'il faut rechristianiser dans le tarot, comme le pape. C'est un représentant de la communauté chrétienne, parfois même des rangs de l'Église ou du clergé, et en tout cas, c'est un exemple de vertu, de sagesse et de quête de la rédemption dans l'obédience, dans toutes les obédiences chrétiennes, les ermitains. Ce sont les anachorètes des premiers temps de l'Église, et puis les fondateurs, accessoirement, du futur monachisme. Donc ce sont des figures extrêmement importantes. D'ailleurs, Isabelle Nadolny développe très très bien en fait le rôle crucial de l'ermite au Moyen-Âge, à la Renaissance, texte à l'appui, et montre que les ermites étaient un peu partout, ils étaient consultés, les gens allaient les voir, leur donner à manger quand ils n'avaient pas mangé, etc., etc. Cet ermite, il est porteur de lumière. Alors qu'est-ce que ce sont que ces ermites dans l'iconographie chrétienne qui portent des lampes? Je vais vous montrer des images magnifiques de l'ancien temps en vous expliquant la légende qui est associée en fait à ces porteurs de lampes. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la signification symbolique de la lampe dans tous ces contextes, etc., etc. Donc ça va être la première partie qui va vraiment coller à la figure de l'ermite avec la lampe. Deuxième partie, on va ensemble élargir le spectre et je vais vous montrer qu'il existe un nombre réduit de thèmes dans l'iconographie chrétienne médiévale dans lesquels un personnage chrétien porte une lampe, une torche ou un luminaire. Il n'y en a pas 36 000. J'en ai trouvé à titre personnel 3. C'est très peu. Peut-être qu'il y en a un peu plus qui m'ont échappé. Je vais déjà vous présenter ces 3-là et en effet, on va voir que le porteur de lampe, le porteur de torche dans l'univers chrétien se fait rare et que quand il est là, c'est toujours pour structurer 2-3 thèmes très distincts. Une fois la lampe, comme dans le contexte de l'ermite porteur de lumière, va être une lampe initiatrice, éclaireuse de voie, de mission, de vie, etc. Très bien. D'autres fois, la lampe va être une lampe de délation. Donc dans un tout autre thème iconographique chrétien, mais dans lequel on retrouve un porteur de lampe, une personne humble, encore comme l'ermite. Délation, trahison. Vous voyez? Donc ça, c'est assez novateur. Pour la pratique, ça peut vraiment servir, cette symbolique-là. Et puis encore un autre thème, dans lequel on parlera de porteuses de torches, des femmes, très très intéressant, où là, on sera dans la prudence, l'intelligence, la sagesse, la préparation en amont, l'anticipation, etc. Donc vous voyez que c'est quand même tout à fait intéressant d'avoir ce type de symbolique avec la lampe de l'ermite quand il sort dans un tirage. Ça enrichit, disons, les symboliques qu'on a l'habitude d'utiliser. Et tout ceci sera fondé historiquement et iconographiquement parlant, avec des documents, des images auxquelles je vous donnerai accès. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma masterclass le samedi 25 avril. Vous allez sur mon site tarotrealist.com, vous pouvez vous inscrire, ou alors dans le lien de la vidéo, je crois que je l'ai mis directement, encore plus rapide.
Et ça, c'est vraiment l'actualité toute fraîche de la voie réaliste du tarot. Chaque mois, je propose, en dehors de mes formations, une masterclass, un atelier, un tirage, un truc, voilà, auquel vous pouvez vous inscrire, quoi. Et voilà les amis, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je m'étais fixé, je crois, 1 heure grand maximum. Ben, je crois que j'y suis, hein, parce que Actu Tarot reste un format podcast, même si c'est un live, donc je vais essayer de ne pas beaucoup dépasser. Donc je vais juste aller peut-être dans le chat pour voir les commentaires. Salut à tout le monde, un grand merci à vous pour avoir été avec moi et pour avoir suivi ce premier épisode. Donc Sophie, tu nous dis, j'ai lu le chapitre sur le fou du livre d'Isabelle Nadolny, j'ai adoré. C'est le livre que j'aurais aimé avoir il y a 6 ans quand j'ai débuté le tarot. Très bien. Exactement. Quand on est un novice, qu'on découvre le tarot, aujourd'hui en 2026, on a à notre portée des ressources que les plus anciens, il y a 20, 40, 60 ans, n'avaient pas. Mais on n'est pas forcément au courant que ces ressources existaient. C'est pour ça que moi aussi, je milite à visibiliser la voie scientifique, historique du tarot, qui pour l'instant reste un peu souterraine. Mais elle existe, elle est là. Et c'est marrant que tu dis ça, Sophie, parce que c'est pareil pour moi. J'ai lu entièrement le chapitre sur le fou, je l'ai annoté, je me suis pris des petites notes pour des futures citations dans mes livres, pour pouvoir renvoyer au livre d'Isabelle. Et ce chapitre sur le fou est très bien. C'est magnifique, avec de très belles images. J'ai lu aussi entièrement, je crois, Le Battleur, et peut-être un vers la fin, peut-être La Lune. Mais vous voyez, j'avance très prudemment dans cet ouvrage. En fait, j'ai peu de temps de lecture à côté de mon travail. Et je vais aller glaner comme ça, petit à petit, chapitre par chapitre, j'espère, l'entièreté de la masse d'infos que nous propose Isabelle. Et donc, faire les choses de cette façon est très pratique avec ce livre. Donc, merci pour ce commentaire. Donc, Sandbellio, tu me répondais à ma question, est-ce que vous comprenez quand je vous invite à regarder une ressource qui ne parle pas de tarot, mais que je vous dis que ça peut vous informer sur le tarot, et tu réponds oui. Oui, ça te parle, c'est intéressant. Ouais, pour moi, c'est fondamental. De toute façon, pour toutes les personnes qui se sont appropriées en fait, le cycle 1 de ma formation au tarot réaliste, vous avez vu que ça commence comme ça, hein. Alors ça peut faire peur à certains, mais ça commence avec du contexte historique. Ah oui, mais on dit le tarot, il est né en 1430 en Italie du Nord, d'accord, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est l'Italie du Nord à cette époque? Est-ce que ce sont des nations? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a un pays? Il n'y a pas de pays unifié, pas d'Italie unifiée. Des quoi? Des cités? Oui. Qui se font la guerre? Oui. Il y a eu la peste il n'y a pas longtemps? Oui. La mort qu'on retrouve dans le tarot, avec les morts par terre. Bon, il y a plein. C'est pour ça que le contexte, en fait, est enrichissant. C'est lui qui nous permet de naviguer dans ces eaux au début troubles et petit à petit claires, en fait, du tarot, quoi. Sophie. Tu as vu Conclave et tu dis c'est très bien pour faire le lien avec le tarot, complètement. Ah, j'ai envie de parler de la fin de Conclave. J'ai envie de spoiler parce que quand je vous dis que la fin, ouais. Tiens, est-ce que pour toi, en pensant, Sophie, à la fin de Conclave, en pensant au dernier bouleversement du film, ça t'a fait penser aussi à un atout du tarot? Dis-moi ça. Voilà. Ça m'intéresserait. Et ensuite, autre commentaire de Sandbellio. Moi, je viens juste de commencer le cycle 1 du tarot réaliste, alors petite débutante. Ah bah génial, écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir ce soir. Merci à vous tous pour vos commentaires et pour vos questions. Je vais clore le premier épisode d'Actu Tarot de cette façon. J'étais très heureux d'être avec vous ce soir, les amis. Premier épisode de ce live podcast hybride. Merci, vous avez été les pionniers. J'ai eu juste un petit problème technique au départ, mais ça va. J'ai noté de quoi il s'agissait. La prochaine fois, il ne réapparaîtrait pas. Sinon, j'espère que la technique aussi vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire un épisode par trimestre d'Actu Tarot. Si j'ai plus de temps, le mieux ce serait un épisode par mois, mais j'ai peu de temps en ce moment. En tout cas, c'est une collection que j'ai vraiment envie de développer. Ce sera toujours chill de cette façon, ce sera toujours cool. Et puis l'idée, c'est que petit à petit, il y ait de plus en plus de questions et d'échanges avec vous, le public, pour ce qui est de la partie live. Je vous dis à très bientôt pour toutes les personnes qui vont rejoindre ma masterclass
au samedi 25 avril pour parler de la lampe de l'ermite. Et j'ai hâte de vous montrer en quoi cette lampe peut être une lampe de délation et de trahison. Ah, on va rigoler encore pour la partie pratique, on va se frotter les mains. Et pour tous les autres, je vous dis à très vite autour d'un autre événement. Si ce n'est pas la masterclass, on trouvera bien l'opportunité de se revoir les amis. Bonsoir à tous.